tu serais resté un petit peu plus de temps, ça aurait été compliqué, tu aurais pu mourir sur le terrain. Non, pas trop exagéré, même si j'ai commencé un peu tard. J'ai commencé par le basket, donc j'étais pas trop dans la configuration rugby, mais ouais, découvert à 20 ans et adopté à 20 ans par cette maxime. Et ouais, ça me parle et c'est aussi ça qui m'a fait basculer dans ce sport et apprécier ce sport comme je l'aime aujourd'hui. Ouais. Je crois que c'est une phrase de Pascal Ondars. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. On était 2, ils étaient 15, on les a encerclés. Voilà. Ça, c'est le genre de phrase, tu vois, qui te marque. Bon, après, bon. Il doit y en avoir d'autres, mais oui. Cette phrase, je ne l'ai pas entendue, hein, on me l'a relatée, mais après, à mon époque, ces derniers temps, non, j'ai pas trop entendu de phrases, même si où je dois pas m'en souvenir, mais sur des préparations de match, il y a toujours quelqu'un qui se faille et bon, un petit rictus et une petite rigolade derrière, mais on essaye de rester sérieux quand même en préparation de match. Le plus fort, le Yash, ouais, Dimitri Yachvili, parce que voilà, il pouvait gérer le match du début jusqu'à la fin, le faire accélérer, le faire ralentir, au-dessus du lot, brillant. Et dès qu'il fallait faire basculer le match pour l'équipe, il savait le faire, il avait cette capacité à rendre les autres meilleurs, tout simplement. Ouais, j'ai peut-être le match, la première finale que je joue avec lui en 2005 contre le Stade Français, où au pied il fait du 100%, il y a des prolongations, à aucun moment il tremble, à aucun moment il a la pression. Et c'est ça aussi le sport de niveau, d'avoir cette capacité à pouvoir réagir, à pouvoir être performant malgré la pression que tu as sur les épaules. Et sur toute sa carrière, quand tu analyses un petit peu ce qu'il a fait, il a toujours su rebondir, même s'il avait été évincé une première fois du 15 de France, même s'il n'avait pas fait une Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive, il revenait à chaque fois et c'était à la base pas le numéro 2 ni le numéro 3, mais à chaque fois il revenait et il devenait le numéro 1. Donc c'est ça aussi, la capacité à pouvoir se renouveler, à être performant lors de grands événements. Le plus fort contre qui j'ai joué, c'était quand j'étais jeune, quand je fais ma première Coupe du Monde. À l'époque, il était capitaine de l'équipe d'Angleterre, capitaine de Leicester, c'était Martin Johnson, le second ligne. Un peu aussi voilà, la personne que j'admirais, et à chaque fois que je jouais contre lui, c'était vraiment très très dur. Après, par la suite, il y a eu des garçons comme Bakis Botha, mais c'est vrai que Martin Johnson, c'était vraiment pas marrant sur le terrain. Oh, pas spécialement, mais à chaque fois que je le jouais, je savais que j'allais passer une belle après-midi, quoi. Que ça allait être compliqué. T'avais beau lui rentrer dedans, t'avais beau lui faire ce que tu voulais, tu lui marchais dessus. À l'époque, on avait le droit au rocking, donc c'était une autre époque, mais voilà. Il avait toujours le sourire, il est méchant. Mec vraiment très très méchant. Et bon, il fallait mieux pas trop rester au sol, parce qu'il savait te faire payer les choses, mais toujours très réglo. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça a été gros adversaire. J'en ai pas mal parce que celui qui m'a lancé dans le monde professionnel, c'est Olivier Seissé, le Tigre, qui a été un petit peu mon mentor. Et après, par la suite, il y a eu pas mal d'entraîneurs, mais Jacques Delmas, avec qui je me suis vite adapté, on s'est très bien entendu. On est toujours très proches. Et Bernard Laporte parce que c'était notre sélectionneur en équipe de France et que j'ai eu la chance de pouvoir passer 8 ans en équipe de France. Et voilà, ça a toujours été très droit, très clair et par moments très rigolo. Mais dans l'ensemble, ouais, deux, trois entraîneurs qui m'ont marqué. Ouais, ils ont du caractère, ils ont de la répartie et c'est ça aussi qui te fait monter au rideau quand tu as besoin de temps en temps d'être un peu piqué. Et puis
De l'extérieur, ça peut paraître un petit peu bourru, mais c'est des femmes psychologues à chaque fois et ils savent te mettre dans des situations, ils savent te faire réagir par rapport à des matchs ou à des préparations que tu peux avoir. Et c'est ça aussi la faculté d'un bon entraîneur, de pouvoir prendre la quintessence de chaque joueur et d'avoir le bon mot pour chaque personne en fonction de leur personnalité. Ils s'adaptent. Et c'est ça qui est un petit peu fantastique lorsque tu as un manager ou un entraîneur qui arrive à mobiliser tout le monde de par son discours et de par la manière dont il est avec les joueurs tous les jours. Ouais, mais Olivier Cessé, tu sais, de l'extérieur, il paraissait très bourru, très dur et un peu à l'ancienne, mais voilà, il avait tout compris, il était en avance sur. Oui, c'est un entraîneur qu'aurait aimé entraîner aujourd'hui de nos jours parce que voilà, il avait déjà tout compris, il savait très bien analyser les matchs, il savait aussi très bien parler aux joueurs. Jamais méchant vers les uns et les autres, il avait toujours le bon mot. Mais bon, très respecté surtout, et c'est ça aussi qui fait la force d'un entraîneur, sans pour autant monter dans les tours, de savoir se faire écouter, de savoir se faire comprendre et de passer le message à chaque fois et de pouvoir transmettre de par son attitude et de par le respect qu'il peut avoir envers les joueurs et ce que peuvent leur rendre le joueur. Jacques, voilà, très proche des joueurs, ultra compétent sur le plan technique. Et à chaque fois que l'on mettait quelque chose en place ou qu'il essayait de mettre quelque chose en place, que ce soit pour la touche, pour le jeu d'avant ou pour les mêlées, c'était voilà, écrit comme du papier à musique, quoi. C'est ça la force de Jacques, c'est qu'il avait cette pertinence, il savait tout analyser, il voyait le petit détail qui allait faire la différence et ça faisait basculer le match sur du positif et ça nous faisait gagner. C'était vraiment des points clés qui nous faisaient gagner les matchs. Ouais. L'engagement qu'il arrivait à te mettre à travers ses discours. Et je me souviens de veilles de match où voilà, tu avais toujours le petit discours de Bernard. Il arrivait avec un petit papier, il avait trois mots-clés. Ça durait une demi-heure. Tu sortais, tu étais à 24 heures du match, tu n'avais qu'une seule envie, c'était de jouer le match, quoi. Tu te dis, mais non, putain, il y a encore une nuit à passer, un repas, machin et tout. Tout le monde était énervé, tout le monde était motivé. Voilà, on était bouillant, on n'avait qu'une seule envie, c'était de jouer et ça nous tardait, quoi. Que je déteste pas, mais moi j'ai eu un entraîneur à l'époque qui était Tim Lane, quand j'étais à Clermont-Ferrand, la deuxième année où j'étais à Clermont. Et qui a été très clair avec moi, il m'a dit non Jérôme, tu as le niveau de la Pro D2, ça sert à rien de rester à Clermont, tu joueras jamais, bon très bien. Et pour la petite histoire, je l'ai revu en 2007 pour la Coupe du Monde, puisqu'il était devenu entraîneur de l'équipe d'Afrique du Sud et je l'avais croisé, bon, j'avais serré la main avec un grand sourire et bon, il avait vite compris que après ils ne sont pas censés avoir la science infuse et être devin pour savoir si on va avoir une carrière ou pas, mais bon, de mon côté, ouais, j'avais un petit peu de rancœur par rapport à ça. Mais bon, voilà. Ça s'est réglé comme ça, avec une poignée de main, un petit sourire. Il avait compris que j'avais fait mon chemin et qu'il s'était trompé sur ses visions. Sylvain Marconnet parce que je m'entendais bien avec lui hors terrain. Et à chaque fois qu'on jouait l'un contre l'autre, c'était affreux parce qu'on s'insultait. Il y avait toujours, enfin on s'insultait pas, mais il y avait toujours des petits mots sympas. Et c'était à celui qui faisait disjoncter l'autre en premier. Bon, il était très fort là-dessus. J'ai pas souvent gagné, mais j'aimais pas trop jouer contre lui. Ouais. Je suis arrivé à 20 ans, on m'a dit tu joueras seconde ligne, t'es grand, tu joues seconde ligne. Moi j'étais bien en seconde ligne. Un poste on avait besoin d'être un petit peu besogneux, donc ouais, j'aurais aimé. Poste de troisième ligne m'aurait bien plu. Non, ça m'a jamais affecté. Et puis écoute, c'est un sport collectif. Ouais, c'est toujours normal que les demi-mêlées ou les 10 soient mis en avant de par ce qu'ils font sur le terrain, parce que c'est eux qui
qui font l'animation offensive et c'est eux qui gèrent le match. Mais non, dans l'ensemble, jamais eu de frustration par rapport à ça. Martin Johnson, je te disais tout à l'heure, parce que c'est un tueur à gages sur le terrain. Bakis Botha, ouais, mais sans être plus que ça. Vraiment, Martin Johnson, c'est un mec qui m'a marqué dans tous les sens du terme. Donc, Martin Johnson, après, avec qui j'ai joué, méchant, qui pouvait être méchant, notre capitaine, Jean-Michel Gonzalez, qui était pas marrant. Voilà, fallait pas traîner au sol, parce que tu avais un genou qui frôlait souvent le ras du sol et ça pouvait faire très mal. Donc il ne gênait pas pour faire mal aux autres, on va dire. Voilà. Un mec très marrant, Philippe Bidabé, l'ailier du Biarritz Olympique, parce que enfant du pays, c'est un garçon qui est très attachant. Sur le terrain, en dehors du terrain, voilà. Dès qu'on rentrait au fond du bus, fallait jouer à la coinche, il voulait jamais perdre. Sur le terrain, il y avait toujours des répliques assez extraordinaires. C'est un garçon qui maîtrise très mal la langue, la langue de Shakespeare. Bah, j'ai 2-3 anecdotes comme ça, où le jeune Philippe Bidabé, à l'époque, déjà, enfin voilà, pour te donner le personnage et pour te donner le cadre comme il était, il a eu le permis assez tard. Sa sœur habitait à Cambo, on s'entraînait à Aguilera, il téléphonait à sa sœur pour qu'elle lui amène son goûter d'après entraînement. Elle repartait à Cambo, elle repartait le chercher après qu'il ait pris son petit goûter et qu'il se soit étiré pendant 1h30. Donc voilà, juste pour te dire ça. Et après, sur le terrain, je me souviens, voilà, les matchs Coupe d'Europe où je crois que c'est Nigel Owens qui est l'arbitre. À un moment donné, Philippe Bidabé prend un choc un petit peu fort sur sa tête. Il se relève, il regarde Nigel Owens et il dit « I see the star, I see the star ». Bon, il avait la tête qui tournait, il était à moitié KO. Bon, deuxième anecdote, tournée d'équipe de France, aux États-Unis, je crois, au Canada. Et donc, on rentre dans l'avion, tout le monde s'installe. Et là, le steward arrive et demande à Philippe Bidabé, qui ne comprend pas un mot d'anglais, qui lui dit basket team, donc savoir si c'était une équipe de basket. Et Philippe Bidabé a répondu yes, I'm basque. Voilà. Voilà. On peut résumer Philippe Bidabé comme ça. Are you a basket team? Yes, I'm basque. Voilà. C'est Philippe. Ouf. David Cousinet. David Cousinet, parce que voilà, il était ultra calme hors terrain, mais dès qu'il arrivait sur le terrain, dès qu'il y avait un truc qui se passait mal, il sanctionnait quoi. Il sanctionnait de par son engagement, et puis il avait la main leste, on va dire. Donc petite anecdote contre Perpignan, Nathan Heinz, je me souviens. On était sur le bord de terrain, on était en plein match, à hauteur des 15 mètres à Aguilera, juste en face du banc du BO. Et Jacques Delmas nous avait remonté durant toute la semaine, il avait remonté David Cousinet sur Nathan Heinz, il nous fait de tout, en touche, machin et tout ça. C'est la plaque tournante de l'alignement, et je sais pas, premier regroupement, Nathan Heinz qui essaye de mettre une droite à David Cousinet. À l'époque, tu vois, tu avais juste un carton jaune, il n'y avait pas de carton rouge. Hein. Et je ne sais plus qui est-ce qu'était l'arbitre. Il avait été assez clément sur la petite histoire. Et David Cousinet, donc Nathan Heinz qui essaye de mettre un coup à David. David lui dit bah, « écoute, tu m'as manqué, on va voir la suite ». Regroupement suivant, à 3 mètres, Nathan Heinz qui était à 3 mètres du regroupement. David Cousinet qui arrive et qui lui met une droite terrible, le nez en compote, un millefeuille à la place du nez, et il se retrouve, il regarde, il fait là je t'ai pas loupé. Il prend simplement un petit carton jaune, bien entendu. La commission de discipline, il n'y a rien eu parce que Marcel Martin à l'époque était très très bon juridiquement. Écoute, la commission de discipline avait oublié d'envoyer la lettre en recommandé, donc voilà, David Cousinet avait été blanchi pour tout ça. Mais bon, petite anecdote par rapport à lui.
a un paquet. Les trois quarts surtout. Trois quarts toujours, machin, devant la glace. Ouais, ils aimaient se faire joli après, bon, voilà, on va pas leur tenir rigueur, hein, mais mec à prêter quoi. Ouais, qui faisait attention. Ça restait un peu plus longtemps et ouais, ça sortait en dernier du vestiaire pour les interviews, les trucs comme ça. Mais Imanol aimait bien s'apprêter et s'habiller correctement, être beau. Voilà, c'est Ima. Là, il y en a un paquet. Dans une équipe de rugby, il n'y a que ça en fait. Hein. Si t'as pas trop de caractère, c'est compliqué de pouvoir vivre dans un groupe de rugbyman. Plus chambreur. Chambreur et inconscient. J'en ai un. Mathieu Acebes. Mathieu Acebes arrive à 19 ans au Biarritz Olympique, centre de formation. Il habite Boucau-Tarnos, il est une panda, avec des autocollants partout. Le mec arrive, super gentil, super avenant, enfin voilà, adorable. Et il mesure pas que voilà, il a que 19 ans et qu'il faut être respectueux des anciens et qu'à un moment donné, bon, il y a une hiérarchie et il faut la respecter, tu vois. Donc, premier entraînement, échauffement, on fait un toucher, il touche à deux mains très fort, commence à lui dire calme-toi, t'énerve pas. Première opposition, il essaye de cintrer tout le monde. Trop fougueux quoi. Le mec arrive de. Voilà, trop fougueux. Et un jour, il fait une crasse à David Cousinet, sur qui il fallait mieux pas faire une crasse, tu vois, pendant l'entraînement. On était à Hendaye, je me souviens, on était à Ibaya, dans l'hôtel Serge Blanco, on était en préparation d'avant-saison, donc on y est resté 2 semaines. Une première fois, on lui a dit « Calme-toi Mathieu Acebes, calme-toi ». Au final, on l'appelle, tellement qu'il était chaud, on l'appelle Joe Labraise. C'est devenu son surnom et c'est resté comme ça. Donc Joe Labraise continue à être chaud bouillant. Et un entraînement fait un truc et a dit à David Cousinet oh, tu me fais chier ou je sais plus. Enfin voilà, c'était une petite embrouille à 2 francs. Au final, on arrive au repas le midi. Malheureusement, David Cousinet avait un peu de mémoire et a dit bah, écoute Mathieu, on va s'occuper de toi. Donc on l'a mis nu. On l'attache à une chaise avec du strap, on lui a rasé la moitié de la tête et on l'a mis sur la route, sur le front de mer qui tourne autour d'Ibaya et on l'a laissé pendant 10 minutes. Il y a eu un bouchon de, je sais pas, d'1 kilomètre et qui a fait du début jusqu'à Hendaye, jusqu'à Ibaya. Personne n'a osé descendre de la voiture, bien entendu, parce que un mec accroché à poil, la tête à moitié rasée, allongé sur la route, bon, c'était un peu inquiétant. Et voilà, le petit Mathieu Acebes fait son chemin et je pense est toujours aussi chaud, toujours aussi chambreur. Mais bon, on l'aime pour ça et voilà, il fallait pas s'attaquer à David Cousinet tout simplement. Pas de club en particulier, je regardais le rugby comme tout le monde, j'étais pas trop. J'avais pas cette culture rugby puisque j'ai commencé super tard, mais j'étais plus focalisé sur les clubs de basket, mais je sais pas, à l'époque c'était le Stade Toulousain peut-être qui était le club référence dans les années, fin des années 90 et où on s'identifiait peut-être un petit peu tous quand on était jeune. Voilà, t'as plusieurs types d'échauffement. T'as des mecs qui ont besoin de se remonter le bourrichon, t'en as d'autres qui ont besoin d'être un petit peu plus calmes dans un coin. Et bon, t'en as qui sont obligés de se mettre des grands coups de tête et compagnie. Et, un truc qui m'avait marqué, l'année où je commence le rugby, c'est l'année de mes 19 ans où je suis en Réchelle, au Racing Club de France. Et là, je vois un échauffement, un truc lunaire, quoi, parce qu'on jouait contre le Stade Français. Ouais, on jouait contre le Stade Français, qui était le pire ennemi du Racing Club de France à l'époque, surtout dans les catégories jeunes. Et on avait un second ligne qui s'appelait Romain Parbail, que je crois entraîneur à la Canale aujourd'hui, et Mathieu Bouissou, qui était un pilier avec qui on jouait. Et
échauffement, ça se resserre, ça commence à se mettre des coups d'épaule et ça disjoncte à un moment donné, ça se resserre un petit peu trop. Je me souviens, je crois que c'est Romain Parbal qui commence à mettre un coup de tronche à Bouissou. Et bien Bouissou, avant de commencer le match, s'est retrouvé avec 4 points de suture. Donc pour moi, c'est un petit peu luminaire parce que j'arrivais du basket. J'avais pas spécialement besoin de m'énerver pour être engagé ou quoi que ce soit. Et bon, ça m'avait un petit peu marqué pour mes 19 ans. Et après, par la suite, bien entendu, tu as des préparations de match un petit peu plus énervées que d'autres. Mais voilà, c'est des moments qui appartiennent au vestiaire et qui restent dans le vestiaire. Et c'est pas plus mal comme ça. Ouais, comme beaucoup, toujours un petit rituel. Même sous short, la manière dont tu te prépares, ouais, il y a toujours c'est très, très méthodique, quoi. Et ça permet de rassurer, ça permet de se mettre en condition, ça permet de se projeter. Ouais, j'avais des petits rituels qui me permettaient de me mettre en confiance et de pouvoir aborder le match le plus sereinement possible. Et ouais, petit rituel. Sur le terrain, ouais, la seule fois où j'ai eu peur, c'est peut-être quand je me suis fracturé le larynx et que je prends le coup de coude, c'était contre l'Afrique du Sud. Je prends le coup de coude de John Smith, à l'époque, qui était le capitaine de l'Afrique du Sud, à la 20e minute. Plus pouvoir respirer correctement, les cordes vocales bloquées parce que j'avais un hématome sur les cordes vocales, je peux plus parler. À l'époque, j'étais capitaine, donc plus pouvoir discuter. Le doc qui arrive et qui me dit qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui sort. Donc là, je commence à m'inquiéter, j'ai du mal à respirer. Et le doc me dit non, mais c'est bon, tu peux rester sur le terrain, il n'y a pas de souci. Très bien. Et écoute, le fait de perdre la parole et le fait de commencer à s'étouffer sur le terrain de rugby, est un peu inquiétant. Et au final, je sors au bout de 10 minutes. Et j'arrive dans les vestiaires, on m'amène directement à l'hôpital, on m'intube et on me dit voilà Jérôme, en fait il aurait fallu que tu sortes de suite parce que tu serais resté un petit peu plus de temps, ça aurait été compliqué, tu aurais pu mourir sur le terrain. Donc c'est la seule fois où j'avais pas pris conscience de ça, j'ai eu peur par la suite parce que j'avais peur d'avoir des séquelles. Mais c'est vrai que voilà, sur le moment, pas spécialement peur, mais par la suite, ouais, je me suis dit, j'aurais pu rester simplement pour une erreur ou simplement le fait de jamais vouloir dire je veux sortir parce que j'ai mal ou j'ai du mal à respirer, quoi. Voilà. Un qui était chambreur, qui était affreux pour ça, c'était le gros Marcochon. Sylvain Marconnet, il était affreux. Affreux. Le mec... on joue contre Bakis Bota, je me souviens, mais c'est un truc. Son premier match, je crois, avec Toulon à Aguilera. Et je sais pas, le gros il craque au premier regroupement, il voit Bakis et il prend sa main, il commence à lui toucher les fesses comme ça. Bakis, Bakis. Le Sudaf, il arrive, personne ne lui a jamais touché les fesses, un peu fort, tu vois, donc il se retourne et fait mais qu'est-ce qu'il fait? Et pendant tout le match, le gros Marcochon lui touche le cul, quoi. À la sortie du match, ils en ont pas parlé, mais je pense que ça l'a marqué à Bakis Bota. On joue un match, mêlée. À chaque mêlée, on était bien, je poussais juste derrière lui. À chaque fois, donc, à chaque mêlée, donc, tu as les adversaires pour la poussée adverse, donc se resserrent et pousser ou tu as un petit mot, 1, 2, 3, 4. Et à ce moment-là, impact, on est bien. La mêlée adverse dit 1, 2, 3, 4. Et tu as le gros Marcochon qui dit, qui soulève le pied gauche et qui dit vous êtes à fond là, sans déconner. Donc, puis adverse qui voit ça, qui se dit mais attends, qu'est-ce que c'est ce mec? Il arrive à soulever la jambe alors qu'on est en pleine poussée. Voilà, donc c'était le plus gros chambreur que j'ai pu connaître et franchement par moments c'était un peu limite parce qu'il y a eu deux trois petits trucs avec Maurice Auré-Jardot où il y avait des vis-à-vis qui étaient un peu limite, mais bon, on gardera ça pour nous. Mais quand tu es joueur, c'est très très marrant et très très bon de pouvoir vivre des moments comme ça.